Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Nabala Adré, qui est le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX. Avec lui, nous allons parler de la situation qui prévaut actuellement dans les universités publiques. Mais avant de venir à lui, notez que Nouma Oumarou, qui se réclame président par intérim du Modène FA Lumana, a rendu public une déclaration suite à la décision du juge de référé qui lui a ordonné de surseoir à son congrès prévu pour ce 23 février. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. En ma qualité de président par intérim, j'ai le devoir de vous tenir informé sur la vie de notre parti. Aujourd'hui même, une ordonnance de justice a été rendue dont je m'en vais vous donner lecture pour éviter toute interprétation tendancieuse. Attestation d'ordonnance rendue. Le juge de référé, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort, reçoit en la forme les exceptions soulevées par le défenseur, se déclare compétent, déclare l'action recevable en la forme, constate que les deux parties au présent litige s'opposent devant le juge au fond pour, entre autres, déterminer celle fondée à agir au nom du parti. Dit que, dans ces conditions, la convocation du congrès du parti Modène FA Lumana Africa par Nouma Oumarou peut entraîner un dommage imminent. Ordonne, en conséquence, de surseoir à la tenue du congrès prévu à Dosso le 23 février 2020. Ordonne l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours. Condamne le défenseur aux dépens. Avis d'appel 15 jours. Comment est-on en arrivé là et pourquoi? Il vous souviendra qu'après le congrès ordinaire tenu le 4 août 2019 à Dosso, le ministère de l'Intérieur n'a pas validé nos travaux au motif que les conditions de représentativité ne sont pas remplies. Nous avions préparé et déposé dans les délais un recours gracieux en demandant au ministère de l'Intérieur de revoir sa position au regard des pièces nouvelles versées au dossier. Après plus de 2 mois d'attente et au regard de l'épuisement du délai pour le recours gracieux, nous avons saisi le Conseil d'État avant de désister pour envisager la seule et unique solution qu'est la convocation d'un nouveau congrès ordinaire pour sauver le parti. C'est ainsi que le 23 janvier, j'ai convoqué un nouveau congrès ordinaire conformément au texte du parti pour la reprise des travaux du 3e congrès ordinaire avec pour thème principal le rassemblement en vue de satisfaire la condition de représentativité. Parallèlement à notre démarche, un autre groupe de camarades, en violation des textes du parti, tenaient des réunions et sont allés jusqu'à désigner 2 soi-disant présidents par intérim. Un premier, désigné par une réunion de camarades qui a convoqué une soi-disant conférence nationale. Un deuxième, désigné par cette soi-disant conférence nationale qui, à son tour, convoque un congrès pour le 29 février 2020. Pour cesser ces agitations, nous avions assigné au fond ces soi-disant présidents par intérim dans l'intérêt supérieur de notre parti afin de ramener la cohésion et mettre fin à cette situation.
En conclusion, il nous a été demandé de surseoir à notre congrès en attendant de vider au fond ces assignations pendantes devant les juridictions. Enfin, je lance un appel à l'ensemble des militants du Modern Falloman Africa de rester sereins, tout en les rassurant sur la tenue prochaine, Inch'Allah, des 3e assises de la conférence nationale et du congrès ordinaire à Dosso. Monsieur Nabala Adré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du SNEX. Alors, comme première question, la crise universitaire est enclenchée depuis septembre 2018. Elle persiste curieusement en 2020. Qu'est-ce qui empêche sa solution? Oui, comme vous l'avez constaté, comme vous venez de le dire, la crise universitaire reste en l'état à cause de la stratégie obstructionniste préétablie et privilégiée par le gouvernement dans la gestion de la dite crise. Voilà pourquoi elle persiste. Donc, pourquoi j'ai dit si la crise persiste, c'est en vertu de la stratégie obstructionniste d'obstruction d'entrave préétablie et mise en œuvre par le gouvernement. Il faut rappeler que le 20 juillet 2017, le gouvernement, de façon libre, lors d'un conseil des ministres, a adopté les textes portant fonctionnement des universités de Maradi, Zander et Tawa. Et ces textes consacrent l'élection des recteurs et vice-recteurs dans les universités. Il a fallu que le SNEX fasse pression à travers la signature d'un protocole d'accord le 24 octobre 2017 pour voir le gouvernement accepter la mise en œuvre des textes qu'il a souverainement adoptés en conseil de ministres le 20 juillet 2017. Et la mise en œuvre est en cours quand, de façon curieuse, par une simple lettre, le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, suspend le processus électoral à l'université de Maradi. Et à travers un conseil syndical tenu par le SNEX en juin 2019, nous avons averti le gouvernement. Nous l'avons interpellé pour la nécessité de respecter les textes qu'il a lui-même librement adoptés le 20 juillet 2017, de permettre la poursuite du processus électoral à l'université, ce que le gouvernement a refusé. Ce qui veut dire déjà, le gouvernement a préétabli donc toute entrave à la mise en œuvre des textes que je venais de citer. Nous étions partis en grève le 3 octobre 2018. Il a fallu l'offre de médiation de la CNDH à travers laquelle cette institution de l'État a appelé l'État sur la nécessité de respecter les textes en vigueur. Quels sont ces textes en vigueur? Il s'agit de l'ordonnance 2010-77 du 9 décembre 2017 portant statut des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique. Et aussi sur la nécessité de respecter les textes qui régissent l'université Abdou Moumouni, l'université de Maradi, l'université de Zander et Tawa, qui réunissent les conditions conformément aux textes que le pouvoir avait adoptés précédemment pour procéder à l'élection de recteurs. Donc, le procès électoral était enclenché quand, par une simple lettre, le ministre de l'Enseignement supérieur suspend l'ordonnance qui est en vigueur. L'ordonnance qui est en vigueur que je venais de mentionner, c'est-à-dire l'ordonnance numéro 2010-77 du 9 décembre 2019 et les textes subséquents qui consacrent l'élection du recteur. C'est par une simple lettre que le ministre de l'Enseignement supérieur qui agit au nom du gouvernement a remis en cause cette loi pendant 13 mois. Et la CNDH a décidé d'aider l'État sur la nécessité de revenir au strict respect de ces textes que je venais de mentionner. Et nous avons fait 5 mois de négociations où l'État a demandé au SNEX pour que je réhabilite, je préserve votre droit électif. Qu'est-ce que vous proposez pour que le regard de l'État, pour que
la présence de l'autorité de l'État soit significative dans la gouvernance universitaire. Nous avons fait des propositions alternatives que le gouvernement a acceptées. C'est en dernier ressort que le gouvernement est revenu devant l'opinion nationale remettre en cause les solutions alternatives très heureuses qui auraient dû sortir cette crise qu'elle a refusée. Ensuite, nous avons réenclenché le mouvement de grève vers le mois de janvier et février 2018. En mai 2019, une autre médiation était venue, donc pour aider à la solution des crises. Ce concours a abouti à la signature du protocole d'accord le 23 mai 2019, protocole qui est censé solutionner cette crise. Mais vous avez vu, à la dernière sortie du ministre de l'Enseignement supérieur qui agit au nom du gouvernement, qu'il décide de la mise en œuvre discriminatoire de tous les points du protocole d'accord qu'il avait librement signé. Et quels sont ces protocoles d'accord qui contiennent 5 points dont le gouvernement, parce qu'il ne veut pas voir résoudre cette crise, elle a décidé de la mise en œuvre discriminatoire de ces points du protocole d'accord. Et il faut rappeler que le premier point du protocole d'accord du 23 mai 2019 stipule que le gouvernement accepte le principe de l'ouverture des pourparlers avec le SNEC pour la conduite d'un processus consensuel sur tous les points de la réforme des universités publiques du Niger, y compris ceux déjà engagés. Donc dans ce point, il y a deux aspects de réforme. Il y a les réformes en cours et réformes engagées. Or, la réforme engagée, c'est la loi numéro 2019-05 du 6 mai 2019 adoptée par les parlementaires le 18 avril 2019. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le deuxième point, le gouvernement accepte la restriction des retenues sur salaire préfet de grève des militants du SNEX dans le salaire du mois de mai 2019. En contrepartie, le SNEX engage ses militants à faire des rattrapages en vue de suivre l'année académique en cours. Un arrêté donc est intervenu pour fixer l'année académique. Troisième point, le gouvernement s'engage à payer intégralement les arrêts de 12 des droits statutaires en souffrance au plus tard le 31 août 2010. Ensuite, quatrième point, le gouvernement et le SNEX conviennent de la création d'un cadre permanent de constatation pour la prévention et la gestion éventuelle des crises universitaires. Le dernier point, le gouvernement et le SNEX conviennent de la nécessité de la brigadisation et de l'application stricte de la charte d'éthique et d'idéontologie. Donc, de ces 5 points, le gouvernement accepte de discuter sur le point 2, le point 3, le point 4, le point 5. Il décide d'isoler le point 1 qui est le point le plus déterminant dans la solution de la crise. Donc si jusqu'à présent la crise persiste, ce n'est pas la faute du SNEX, ce n'est pas la faute des militants et militantes du SNEX, c'est parce que l'État a refusé, après avoir signé le protocole d'accord le 23 mai 2019, de discuter du point 1 du protocole d'accord que je venais de telle sorte que ici, si la crise persiste, parce que l'État a de façon préméditée défini une stratégie obstructionniste d'entrave pour qu'on ne trouve pas une solution à la crise universitaire. Il faut rappeler que en dépit de ce protocole d'accord que le gouvernement démocratiquement élu a signé devant l'opinion nationale et internationale, il y a 2 voire 3 tentatives de médiation dont le gouvernement a fait échec. La première médiation qui aurait dû trouver une réponse définitive depuis 2018 à cette crise, c'est la médiation offerte par la CNDH. Ça, c'est le gouvernement qui a entravé sa mise en œuvre. Ensuite, il y a la médiation entreprise par la CAGI, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée générale. C'était en avril 2019. Cette deuxième tentative de médiation aurait dû permettre de soulever la crise que, à la dernière minute, le gouvernement a remis en cause. Maintenant, nous avons une dernière tentative de médiation, c'est que nous avons appelé la méga médiature sous l'égide du médiateur de la République. Mais maintenant, cette réforme entreprise par le gouvernement est-elle vraiment nécessaire? Elle n'est pas nécessaire. Je crois que le gouvernement a envisagé cette réforme
pour cacher les vrais problèmes. Sinon, tout le monde est au courant depuis 2007 à ce jour que de façon internationale et de façon nationale, il a été défini une réforme à partir de laquelle tous les problèmes dont font face les universités publiques du Niger seront réglés. C'est la réforme LMD qui engage le Niger et tous les pays membres de la RISEAO. C'est ça la vraie réforme. Ensuite, pourquoi le gouvernement aussi se cache derrière cette fameuse réforme qui n'est pas nécessaire? C'est pour éviter de faire face aux vrais problèmes. Quels sont les vrais problèmes? C'est le problème du financement conséquent des universités publiques du Niger dont le gouvernement actuel est incapable d'assumer. C'est la dotation en infrastructures conséquences de toutes les universités publiques du Niger, ce que le gouvernement est incapable. C'est là où on attend le gouvernement d'envisager la réforme. S'il y a une réforme qui recoupe avec la réforme LMD, c'est la réforme d'ordre infrastructurel et la réforme d'ordre de financement des universités publiques du Niger. Comme le gouvernement est incapable de financer régulièrement les universités publiques du Niger, comme les universités du monde, comme les universités occidentales, pour leur permettre de s'acquitter de leur obligation statutaire, voilà, pour masquer son incapacité à financer régulièrement de façon conséquente les 8 universités publiques du Niger, de les doter des infrastructures conséquentes et de créer cette fausse réforme. Cette réforme qui tourne autour de la gouvernance universitaire, où elle pense qu'en nommant le gouvernement, un recteur, elle va régler le problème d'infrastructure qu'il n'a pas su régler depuis longtemps. Et en nommant le recteur, elle pense qu'elle peut régler son incapacité à financer régulièrement les universités publiques du Niger. Sinon, que ce soit les 7 universités actuelles où les recteurs sont nommés, que ce soit l'UAM où les recteurs sont élus, l'ensemble des universitaires ont trouvé le gouvernement incapable de régler le problème infrastructurel. Je prends un cas, et cette année, la faculté de lettres et sciences humaines a autorisé 3002 étudiants à faire leur carrière universitaire. Quand ces étudiants se sont effectivement inscrits, quand ils sont venus pour faire leur carrière universitaire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé à la fac 3 amphis. Un amphi de 500 places, 2 amphis de 250 places. Ce qui veut dire que la capacité actuelle de la faculté de lettres pour permettre à l'ensemble de ces étudiants de faire leur carrière, c'est une capacité de 1000 places. À ma connaissance, en termes infrastructurels, le gouvernement actuel n'a pas posé la pierre en tant que tel, à partir duquel il s'est engagé à doter régulièrement les universités publiques du Niger, donc pour qu'elles s'acquittent au mieux de leur mission. Donc maintenant, qu'est-ce que le SNEX propose au gouvernement en termes de sortie de crise? Vous savez, l'argument que l'État avait avancé en entreprenant cette réforme unilatérale, en entreprenant cette réforme qui n'est pas nécessaire, puisque la seule réforme susceptible de faire sortir les universités publiques du Niger des difficultés et d'accomplir leurs fonctions, c'est la réforme LMD. Malgré ça, il dit il n'a pas de droit de regard dans le fonctionnement des universités publiques du Niger, ce qui est faux. En dehors des propositions que nous avons faites pour qu'on renforce la présence de l'État dans la gouvernance universitaire, les textes qu'il a remis en cause dotent l'État d'un pouvoir de regard redoutable pour qu'il puisse contribuer en dehors de la contribution des acteurs, qu'il puisse contribuer au bon fonctionnement de l'université publique du Niger. C'est ainsi, par exemple, en début des propositions que je vais réciter, relative au renseignement du droit de l'État, du droit de regard de l'État sur la gestion des universités publiques du Niger, il convient de rappeler à l'administration nationale et internationale que les dispositions actuelles, c'est-à-dire les textes que le gouvernement a inutilement remis en cause, c'est-à-dire la loi 2010-77 du 9 décembre et les textes consécutifs. Donc, ces dispositions donnent largement un pouvoir de contrôle à l'État. Ainsi, les représentants de l'État siègent à hauteur de 1/3 au conseil d'université. C'est là où on décide de l'avenir de l'université. L'État a 1/3
C'est-à-dire le président de la République a un représentant, le Premier ministre a un représentant, le ministre de l'Enseignement supérieur a un représentant, le ministre des Finances a un représentant, et tous les ministères qui ont un lien avec la mission de la recherche et des affaires ont un représentant. C'est ça qui renvoie à un tiers au conseil d'université. Malgré ça, donc, nous avons fait des propositions qui renforcent la présence de l'État dans la gouvernance universitaire. Quelles sont ces propositions dont nous avons récemment remis à la méga médiature et dirigée par le médiateur de la République? C'est des propositions qui concourent à la fois à la consolidation de la présence de l'État dans la gouvernance universitaire, mais à consolider la gouvernance universitaire. La première proposition, donc, nous avons proposé pour qu'on nous préserve notre droit électif, puisque l'État nous a demandé qu'est-ce que vous proposez pour qu'en retour l'État vous préserve votre droit électif. La première proposition que nous avons faite à l'État, c'est la dissociation de la présidente de l'organe délibérant, conseil d'université, de l'organe exécutif recteur. Conséquemment, le président de l'organe délibérant, président du conseil d'université, sera nommé par le gouvernement et le recteur sera élu par la communauté universitaire. Et la communauté universitaire comprend les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et les étudiants. Deuxième proposition, pour que l'État nous préserve, réhabilite notre droit électif, c'est la soumission de la liste des candidats ou tandem retenu après une enquête de moralité à l'élection de la communauté universitaire. C'est la première fois que, pour que l'État nous préserve notre droit électif, que nous soumettons les candidats à l'enquête de moralité. Avant la publication de la liste des candidats, retenir le cas a attribué ça. Ensuite, troisième proposition, la signature d'un contrat de format avec le gouvernement par l'équipe élue. Ça, c'est aussi pour renforcer le droit de regard de l'autorité de la gouvernance universitaire en dehors du pouvoir de contrôle que je venais de mentionner. Ensuite, la quatrième proposition, c'est la mise en place d'un comité paritaire. Gouvernement, université publique de réception et de sélection des candidatures après un appel à candidat et conformément aux critères arrêtés. C'est des critères supplémentaires que nous allons définir avec le gouvernement. Ça, c'est notre proposition. Ensuite, cinquième proposition, la nomination par le gouvernement de l'équipe élue par décret pris en conseil de ministres. Donc, la dernière proposition, les candidats au poste de recteur et vice-recteur doivent avoir exercé leurs fonctions universitaires. Ça, c'est des propositions nouvelles que nous avons faites, soit pour renforcer la présence de l'État dans la gouvernance universitaire, soit pour consolider la démocratie universitaire. Voilà ce que, initialement, lors de la négociation, d'une part avec la Commission nationale des étudiants, mais aussi lors de la négociation avec la CAGI, Commission des affaires générales, que le gouvernement a disqualifié. Voilà les propositions que nous avons faites au gouvernement pour qu'on nous préserve notre droit électif. Alors, malheureusement, lors de la rencontre du vendredi 24 janvier passé, le ministre refuse l'ensemble des propositions qui, s'il les accepte et qu'il les intègre dans le futur, dans l'amendement de la loi, puisque quand nous avons demandé l'amendement de la loi, ce n'est pas immédiatement, puisque nous savons que l'amendement de la loi, c'est quelque chose qui relève de la compétence du gouvernement et des parlementaires. Le moment où le gouvernement pense qu'il peut amender la loi, d'intégrer l'ensemble de ces propositions qui sont susceptibles non seulement de renforcer le droit de regard de l'État dans l'université publique, mais aussi consolider la démocratie. Malgré cela, le gouvernement, à travers le ministère du tutelle, nous a fait savoir qu'il ne veut pas du tout cela. Alors, dans ce cas, quels sont les principaux effets ou conséquences de cette crise si elle persiste et qu'elle ne trouve pas une issue heureuse? La première conséquence, c'est que, à travers la remise en cause du processus électoral à l'université dans le Côte-d'Ivoire, à travers le refus de l'ensemble de ces propositions que le SNEX a faites au gouvernement dans le sens de renforcer son droit de regard dans l'université, c'est que l'État va empêcher les étudiants de faire leur carrière universitaire. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que ici, à travers la réforme non nécessaire que je venais d'énoncer, l'État va banaliser, va discréditer les universités publiques du Niger au profit des universités publiques privées.
Puisque quand je venais de vous donner l'exemple du programme d'ordre infrastructurel à la faculté de lettres et ces cas font légion dans les universités publiques du Niger. Ceux qui ont les moyens vont aller faire leur carrière universitaire dans des établissements privés, alors que s'ils restent dans les universités publiques du Niger, ça sera gratuit. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. Ce qui veut dire ici, en refusant toutes les propositions de sortie de crise, l'État ici fait la promotion des établissements de l'enseignement supérieur privé. Ça, c'est la deuxième conséquence. Ensuite aussi, vous voyez actuellement beaucoup de bacheliers, beaucoup de jeunesse, malgré eux, puisque ce n'est pas l'option initiale de leur vie, aller faire le concours de la police, aller faire le concours de garde républicaine, aller s'enrôler dans l'armée, alors que quand ils ont fait leur bac, ce n'est pas l'ambition personnelle de leur vie. Et ça, c'est la troisième conséquence. L'État empêche les étudiants qui ont commencé leur étude, les étudiants qui venaient de s'inscrire récemment, de faire leur carrière universitaire, et les basculent, ceux qui ont les moyens, dans les établissements de l'enseignement supérieur privé, ce qui veut dire, et c'est ceux qui ont les moyens qui vont dans ces institutions de l'enseignement supérieur privé, mais ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont des parents pauvres, vont chômer ou vont vers la police ou vont vers les militaires, ce qui n'est pas, après avoir obtenu leur bac, leur ambition primitive de la vie. Voilà les principales conséquences que cet entêtement du gouvernement a accepté ces propositions sanitaires que je venais de lire et cherche à engendrer. Donc c'est l'avenir des étudiants qui est condamné. Dans ce cas, enfin, quel appel avez-vous à l'endroit de vos militants et ensuite du gouvernement? Et l'appel que j'appelle à nos militants, donc, c'est de diffuser largement ces propositions que nous venons de faire au gouvernement pour la sortie de crise, que nous avons remises à la méga médiature sous l'égide du médiateur de la République. Une méga médiature qui comprend la CNDH, le président, le CESOC, l'association des chefs de l'État, les grands témoins, l'archevêque de Niamey, ainsi de suite. Donc, de diffuser largement l'ensemble de ces propositions et de faire en sorte que l'État, pour la première fois, s'il a le souci de l'avenir des étudiants, de faire sienne l'ensemble de ces propositions, de les intégrer dans le futur amendement de la loi controversée. Et je pense que nous allons tourner définitivement le dos à cette crise que le gouvernement nous a imposée depuis la remise en cause du processus électoral à l'université de Maradi en 2018 par une simple lettre, alors que ce processus électoral consacre la mise en tête des textes en vigueur de l'époque. Nabala Adré, merci d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur. La suite de ce journal, dans la ville de Niamey, un jeu des plis dangereux a fait son apparition. En effet, des élèves se permettent de jouer aux cascadeurs avec des voitures à la devanture de leur établissement scolaire, ce qui a provoqué la mort de 2 élèves récemment. Suivons sur ce point la réaction du secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey. Ces derniers temps, nous avons constaté avec amertume et cette caravane qui est devenue quelque chose de pratique pour toutes les écoles de la région de Niamey. S'ils ont des activités et ils vont faire leur rallye pour faire des établissements à établissements, faire leur affiche pour faire passer l'information de leur activité, et que nous avons fait un premier constat et pour interpeller les camarades que vraiment cette caravane elle est très très dangereuse pour nous les scolaires et également pour la société aussi, parce que nous avons constaté comment les camarades ils roulent dans les véhicules, des camarades qui sont assis même sur les portails et que les chauffeurs ils roulent à un certain nombre de vitesses. Et même la semaine passée, nous avons interpellé une école et nous avons suspendu la caravane parce que on était même en classe que le gouvernement, la police nous a appelé pour nous dire qu'il y a une école qui est en caravane, ils ont renversé un véhicule et également il y a eu des blessés graves. Donc hier aussi,
et il y a une école appelée ABM Sambal Kali. Les camarades étaient vraiment dans la caravane arrivés au CG25, Kouarkano Nord, et ils se sont renversés. Donc c'est suite à ça que nous avons enregistré vraiment 2 pertes en vies humaines et un camarade blessé grave. Donc à l'état actuel, il est à l'hôpital et il est vraiment dans une situation très très délicate. Donc c'est en ce sens que nous sommes pris en Assemblée générale pour prendre une décision de la suspension de toute question de caravanes dans la région de Niamey. Et nous allons suivre ça sérieusement et qui dans notre lettre nous avons demandé si l'école qui refuse d'accepter ces principes, il va nous rencontrer sur son chemin. Après plusieurs accidents enregistrés suite à la manipulation dangereuse de voitures par les élèves, le président de la délégation spéciale de Niamey a formellement interdit ces jeux de cascade, une décision qui a suscité la réaction de quelques citoyens. Ce qui se passe actuellement dans ce pays, ça nous donne à réfléchir et à penser. Parce que le gouvernement est là, il voit ce que les enfants sont en train de faire. Les enfants tuent les pauvres et le lendemain, on les envoie en France, aux États-Unis. Un pauvre, un villageois qui touche à quelqu'un, on l'emprisonne ici, en prison civile. Si je parle du président de la République, il n'a qu'à prendre ses responsabilités à main. Il n'a qu'à défendre la Constitution. Il n'a qu'à mener la tranquillité dans le pays, à Niamey. Surtout, ce que les jeunes sont en train de faire avec les véhicules de leurs parents, ce n'est pas normal. Je me dis que c'est une question d'éducation. Pas même des enfants, mais des parents. Puisqu'il y a un adage germain qui dit que nous avons connu à Niamey les grands Richards, comme les Tchana, les Doulotondi, les Himsoule et tout ce qui s'ensuit. On n'a jamais vu leurs enfants adopter ce genre de comportement. Si aujourd'hui on se voit en face de ce genre de comportement, c'est dû à des nouveaux riches qui ne s'attendaient pas à avoir fortune et qui se sont fait fortune par le fait du hasard. Et de l'autre côté, il y a le problème de l'État qui se pose. L'appel, c'est qu'il y ait une implication d'emblée de l'État. Le procureur de la République est là. Il peut instruire les policiers à n'importe quel moment, de la journée comme de la nuit. C'est des espaces qui sont en train d'occuper. Les espaces appartiennent à l'État. Et comment comprendre que ces gens-là font la chose là en pleine journée, au vu et au su de tout le monde. Des fois, c'est même les parents qui sont de passage, ils les voient, ça les amuse, ça ne leur dit rien, puisque les victimes, ce sont les pauvres. Le président de la FENIFOOT a effectué hier une visite au stade régional et le chantier du nouveau siège de la Ligue régionale de football. Constat, le stade régional répond aux normes, mais la présence des étudiants de l'université de Tillabéri dans les vestiaires constitue un obstacle pour les dirigeants du football de la région. Compte rendu Ibrahim Tikiré. Le président de la Fédération nigérienne de football, à la tête d'une délégation, a effectué ce samedi 22 février 2020 une visite dans la région de Tillabéri. D'abord au stade régional, désormais doté d'une pelouse synthétique. Le stade régional de Tillabéri répond désormais aux normes internationales requises pour abriter les matchs nationaux et internationaux. Mais en attendant, la délégation a relevé la présence des étudiants de l'université de Tillabéri dans les vestiaires, d'où cet appel du nouveau président de la Ligue régionale de football de Tillabéri. Pour l'instant, la première difficulté que nous avons, c'est même une épine que nous avons dans le pied, c'est la présence des étudiants dans le stade. C'est des Nigériens, c'est des jeunes, mais nous sommes agréablement surpris qu'eux-mêmes aujourd'hui ils ont compris que le stade doit être exploité et que ça génère des ressources pour la jeunesse, pas des ressources financières, mais des potentiels physiques, parce que le sport, vous le savez, le sport génère beaucoup de ressources. Cela
va nous permettre certainement de relancer l'activité du football ici à Tillabéri et de surtout permettre en tout cas à une meilleure organisation du football. Les clubs sont là, on était seulement à 4. Alors, lors de mon élection, j'ai osé dire que nous pouvons aller jusqu'à 10. Ce n'est pas utopique de le dire, mais quand on a de la volonté, on peut réussir. Je pense que c'est une manière de dire qu'il faut que nous évoluions, il faut que le football progresse. L'appel, c'est fondamentalement en direction de Thiandalo. Thiandalo a beaucoup fait pour le stade. Thiandalo est une occasion unique pour les régions quand même d'améliorer les infrastructures, donc de relancer la jeunesse sur le plan culturel et sportif. Alors, l'autorité ne peut pas être en reste, monsieur le gouverneur est là. Nous allons faire la démarche auprès de lui, nous allons aller vers le nouveau recteur. C'est lui le responsable des étudiants. Je pense que en allant en reliant ces trois forces-là, nous allons faire comprendre aux étudiants que c'est extrêmement important que le stade là revive. En plus du stade, le chantier du siège de la Ligue régionale de football a également été visité par le colonel-major Djibilahi Mahamidou Dipele. Sur place, la délégation du président de la Fédération nigérienne de football s'est enquérie de l'avancement des travaux qui, une fois achevés, permettra encore de rendre Thiandalo la ville de Tillabéri. La pelouse synthétique comme le siège régional proviennent de la coopération entre la FENIFOOT et la FIFA. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.